Le catch, c'est avant tout une histoire de héros et de méchants. Un véritable comic book en action réelle, conçu pour offrir au public une pièce de moralité dans laquelle il peut s'investir. Mais pour que les gentils brillent, il faut qu'ils aient face à eux des méchants à leur hauteur. Heureusement, l'histoire du catch regorge de ces figures marquantes. Mais alors, qui sont les plus grands heels de tous les temps? C'est précisément la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Plongeons ensemble dans l'univers des bad guys, ces heels légendaires qui ont marqué l'histoire du catch. Et pour commencer, quoi de mieux qu'un exemple contemporain de heel exceptionnel, peut-être même le plus grand heel de toute l'industrie pendant une longue période, MJF. Au cours des dernières années, personne n'a connu une ascension aussi fulgurante que Maxwell Jacob Friedman. Avec son mélange parfait d'arrogance et de talent in-ring, il incarne le méchant typique des territoires de catch d'autrefois propulsés dans l'ère moderne. Ce qui rend cela encore plus impressionnant, c'est qu'il n'a que 29 ans. Il est donc encore au début de sa carrière et laissant imaginer ce qu'il pourra accomplir dans les années à venir. Mais même s'il est amené à encore progresser, il est déjà l'un des meilleurs éléments du business aujourd'hui. En quelques mots, il sait captiver une foule comme peu de catcheurs modernes peuvent le faire. Comme tous les grands heels, son talent de méchant a même conduit certains fans à l'acclamer, rendant inévitable une future transition vers un rôle de babyface. Mais en attendant, nous avons encore du temps pour profiter de lui dans son rôle d'enfoiré ultime. Ses rivalités notoires avec CM Punk, Bryan Danielson, Adam Cole et plus récemment Samoa Joe ont été exemplaires, renforçant son statut de heel dominant. Mais maintenant qu'il a perdu son titre au profit de ce dernier il y a quelques mois, on a appris qu'il a choisi de rester avec l'AEW jusqu'en 2027. Un choix étrange car il n'est plus vraiment utilisé au sein de la compagnie et semble se complaindre dans son rôle. Des légendes ont évidemment réussi à vivre avec la même gimmick pendant des décennies. Je pense notamment à Ric Flair. Mais MJF saura-t-il en faire autant? L'avenir nous le dira, mais rien n'effacera le rôle qu'il a joué dans la construction de la jeune fédération. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'il va continuer à perfectionner son personnage en s'inspirant toujours de ses propres idoles. L'une d'entre elles n'est autre que notre prochain grand heel, Roddy Piper. Bien que l'ancien champion du monde de la AEW soit en train d'atteindre le niveau des plus grands heels de tous les temps, il lui reste encore du chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser avec le faux écossais. En effet, dans les années 70 et 80, la haine que Roddy Piper suscitait régulièrement était tout simplement impressionnante. Comment parvenait-il à un tel résultat? Eh bien en n'ayant absolument aucune limite. Il était si détesté qu'au début de la Golden Era, lorsqu'il a fallu trouver un adversaire pour Hulk Hogan, Vince McMahon l'a choisi sans hésiter, car personne d'autre n'était à son niveau. Et même si au fil du temps il a fini par atteindre un point où les fans ne pouvaient plus le huer et où il a dû se transformer en héros improbable, c'est toujours son travail de heel qui reste son plus grand héritage. On peut d'ailleurs en dire autant de notre prochain sujet, car s'il a été un excellent babyface en son temps, c'est bien lorsqu'il jouait les méchants que Ric Flair brillait le plus. Sérieusement, si Roddy Piper était le méchant parfait pour la WWF des années 80, alors de l'autre côté, la NWA, The Nature Boy Ric Flair incarnait l'ultime bad guy aux yeux des fans de catch plus traditionnels. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec son style flamboyant, son mode de vie extravagant et son arrogance assumée, il représentait tout ce que l'on pouvait détester dans l'excès de cette décennie. Toujours en train d'afficher sa richesse, entouré de magnifiques femmes, Flair ne se gênait jamais pour rappeler au public qu'il était bien au-dessus d'eux. Et chaque fois qu'il passait le rideau, cette attitude lui valait une immense vague de haine. Bien sûr, il bénéficiait aussi d'un adversaire idéal en la personne de Dusty Rhodes, le héros du peuple par excellence. Mais même sans lui, Slick Rick aurait été détesté, car non seulement il savait parler et provoquer, mais il pouvait aussi prouver sa supériorité sur le ring. En fait, il est souvent considéré comme le plus grand catcheur de tous les temps. Et ce qui rendait sa domination encore plus frustrante pour les fans, c'est qu'il a gardé une mainmise quasi totale sur le titre mondial de la NWA pendant des années. Aujourd'hui encore, son nombre exact de règnes est sujet à débat, oscillant entre 16 et 21. Et lorsqu'il est retourné à la WWE au début des années 2000 pour aider à former Evolution, sa réputation de heel était toujours intacte, au point qu'il continuerait à se faire huer malgré son statut de légende. Avec le recul, cette réaction était peut-être amplifiée par le fait qu'il faisait équipe avec notre prochain grand heel, car durant les premières années de l'ère Ruthless Aggression, personne n'était plus détesté dans le business que Triple H. Et ne nous méprenons pas, il ne s'agissait pas d'une simple hit classique de heel. Non, ici c'était bien plus personnel. Les fans ne huaient pas seulement le personnage de The Game, ils huaient aussi l'homme derrière Paul Levesque lui-même. Pourquoi? Eh bien parce qu'après le départ de Steve Austin et The Rock, une partie du public était convaincue que Triple H utilisait son influence en coulisses, renforcée par son mariage avec Stephanie McMahon, et ça dans un unique but de s'imposer comme une machine de guerre invincible.
Un personnage dans la lignée de Harley Race, si dominant que personne ne pouvait lui tenir tête. Sans surprise, cela a conduit à un profond ressentiment de la part des fans, qui voyaient leurs favoris se faire sacrifier un à un sur l'autel de Triple H. Des catcheurs comme Booker T, Rob Van Dam et Chris Jericho, souvent considérés comme méritant une place au sommet, étaient systématiquement relégués au second plan. C'est ainsi qu'est née la période tristement célèbre du Reign of Terror, un règne de 2 ans qui a fait tant de dégâts sur la réputation du Kings of Kings que les fans lui en ont voulu pendant plus d'une décennie. Mais cela ne semblait pas l'inquiéter plus que ça. Pour lui, tant que le public réagissait, c'était qu'il faisait quelque chose de bien. Grâce à cette mentalité, il a pu rester l'une des plus grandes stars du catch tout au long de sa carrière. Et même après sa retraite, il a réussi à redorer son image en devenant le père fondateur de NXT au milieu des années 2010. Que ce soit en tant que catcheur ou dirigeant, il est resté l'une des figures les plus influentes du business. Cela dit, aussi grand méchant qu'ait pu être Triple H, lui-même reconnaîtrait sans doute que l'un de ses pairs était tout aussi bon, voire meilleur. Car quelques années plus tard, pendant qu'il régnait en maître sur Raw, un autre homme faisait de SmackDown son propre terrain de jeu. Edge. En effet, bien qu'il soit aujourd'hui une figure adorée du public, au milieu des années 2000, la Rated R Superstar était l'un des heels les plus détestés au point de rappeler la hit des catcheurs les plus méprisés de l'époque des territoires. Sérieusement, si vous cherchiez un heel détestable à regarder le vendredi soir, vous ne pouviez pas faire mieux que ce natif de l'Ontario. Mais pourquoi était-il autant haï ? Parce que la frontière entre la réalité et la fiction s'est brouillée. Avant même d'accéder au main event, Adam Copeland a une liaison avec Lita, alors en couple avec Matt Hardy. Lorsque l'affaire a éclaté, les fans se sont immédiatement retournés contre le duo, les considérant comme les véritables méchants de l'histoire. Pour beaucoup, cela aurait été un coup fatal à leur carrière, mais au lieu de fuir cette controverse, Edge et Lita ont décidé d'en tirer parti en adoptant pleinement leur nouveau personnage de heel. Ils sont même allés jusqu'à provoquer les fans en célébrant leur relation en direct à la télévision avec une célébration sexuelle sur le ring. Puis lorsque Edge est allé encore plus loin en encaissant son contrat Money in the Bank sur un John Cena inconscient lors de New Year's Revolution en janvier 2006 pour devenir champion de la compagnie, la haine du public a atteint un nouveau sommet. Mais Edge s'en fichait, il savait que ses actions venaient de le propulser au rang de star majeur, lui assurant une place de choix au sommet de SmackDown jusqu'à sa retraite forcée en 2011. En effet, durant la deuxième moitié des années 2000, SmackDown est devenu pratiquement son show. Pendant cette période, il a remporté le titre de champion du monde poids lourd à 7 reprises, le plus souvent en tant que heel. Néanmoins, même s'il régnait sans partage sur le show bleu, il trouvait parfois de la concurrence pour le rôle du plus grand heel du business. Car sur le show rouge, c'était son ancien partenaire de la Rated RKO, Randy Orton, qui lui aussi commençait à recevoir la haine du public. Encore une fois, étant donné à quel point Randy Orton est adoré aujourd'hui en tant que légende du catch, il peut être difficile pour certains fans modernes d'imaginer une époque où il était l'un des catcheurs les plus détestés. Pourtant, dans les années 2000 et au début des années 2010, c'était bel et bien le cas. Et honnêtement, ce n'était pas surprenant. À cette époque, Orton était connu pour son comportement capricieux en coulisses, ce qui menaçait parfois de le rendre indésirable auprès de ses pairs. Heureusement pour lui, il était tellement talentueux sur le ring que comme pour Shawn Michaels avant lui, la plupart des gens étaient prêts à fermer les yeux une fois la cloche sonnée. Et il faut dire qu'il était bien plus facile d'accepter son attitude en sachant qu'il incarnait le heel le plus sournois du business à cette époque. Parce que si le public avait dû l'encourager malgré ses actions, cela aurait peut-être été trop dur à accepter. Mais personne ne lui demandait d'être aimé. Chaque semaine, Randy Orton s'assurait d'être l'homme le plus haï du show sur lequel il était. Comment faisait-il ? Eh bien en trichant constamment. Et cela l'a mené à son meilleur run en 2009 lorsqu'il a commencé à utiliser son célèbre pun kick pour attaquer la famille McMahon, dans une storyline qui est devenue The Age of Orton. Cela dit, aussi marquant que fut ce passage, il ne représentait qu'une partie de l'excellent travail de heel accompli par la vipère au fil de sa carrière. Avant et après cette période, il a eu des rivalités mémorables contre des catcheurs comme l'Undertaker et John Cena. En réalité, c'est même son gimmick de Legend Killer au début des années 2000 qui lui a permis de se faire un nom. Et même une fois cette époque révolue, il a continué d'être un poison pour les babyface, notamment en 2014 lorsqu'il est devenu l'un des principaux obstacles de Daniel Bryan dans sa quête du titre. Bien sûr, à cette période, ses compétences de heel commençaient déjà à être éclipsées par le travail de Bubba Ray Dudley, mais cette fois-ci du côté de la TNA. En effet, après avoir passé toute sa carrière à s'imposer comme un catcheur majeur dans la division par équipe, que ce soit à l'ECW ou à la WWE, Bubba Ray Dudley a décidé de changer les choses en 2010. Cette année-là, il a trahi son partenaire de toujours Devon et s'est lancé pour la première fois en solo. Mais ce n'était pas une simple tentative en solo. Non, cette période a totalement réinventé son personnage et prolongé sa carrière de plusieurs années. Tout à coup, il était l'un des heels les plus redoutables du business sous son nouveau nom, Bully Ray. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que le natif de New York montrait qu'il pouvait être un excellent heel. Il suffit d'écouter certaines de ses promos à l'Extreme Championship Wrestling pour s'en convaincre. Mais cette fois, sans le soutien d'un partenaire sur lequel s'appuyer, la haine qu'il arrivait à générer était encore plus impressionnante.
Il était tellement détesté qu'en 2012, il est devenu l'un des personnages centraux du plus gros angle de la TNA à l'époque, la storyline Ace and Eight. Et grâce à cela, il a remporté son premier titre mondial, suivi d'un second peu après. Un accomplissement majeur pour un homme qui, à la base, n'avait jamais eu l'intention de faire carrière en solo. Le personnage était tellement réussi que lorsque les Dudley Boyz sont revenus à la WWE en 2015, même Vince McMahon était au courant du travail qu'il avait accompli à la TNA. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a sérieusement envisagé de ramener Bully Ray à la WWE pour le public new-yorkais. Mais finalement, craignant une réaction négative des sponsors à une époque où la WWE était en plein dans son RPG, McMahon a décidé de ne pas utiliser ce personnage à la télévision. Ainsi, l'incarnation de Bully Ray restait un moment emblématique que seuls les fans d'Impact Wrestling ont eu la chance d'apprécier, une rareté dans le catch actuel. Car aujourd'hui, quand un concept devient populaire auprès des fans, il finit généralement par atterrir dans une plus grande fédération comme la WWE ou la EW. Mais cela devrait-il vraiment surprendre quelqu'un quand on sait que la WWE a eu dans ses rangs l'un des plus grands heels de tous les temps? Et qui pourrait bien être cette personne? Qui d'autre que Vince McMahon lui-même? Tout a commencé en 1997, lorsque Vince McMahon a été publiquement reconnu à la télévision comme étant le propriétaire de la WWF, ce qui a finalement mené aux événements du Montreal Screwjob plus tard cette année-là. C'est à ce moment que les fans ont vraiment commencé à percevoir à quel point il pouvait être détestable. Conscient d'être désormais l'ennemi public numéro 1, peu importe ce qu'il ferait, le natif de Caroline du Nord a décidé de jouer à fond ce nouveau rôle de méchant en devenant l'antagoniste principal de Stone Cold Steve Austin au cours des 2 années suivantes. Et c'était une excellente décision, car étant le parfait opposé du Rattlesnake, cela a décuplé l'intérêt pour le produit et a directement provoqué la naissance de l'Attitude Era. Probablement la période la plus populaire de l'histoire de l'industrie en termes d'attention médiatique. C'est grâce à Austin, l'homme du peuple par excellence, et à ses combats incessants contre son patron maléfique que la WWE a exploité. Et quel patron maléfique Vince McMahon incarnait à ce moment-là? Chaque semaine, ses actions de plus en plus démentes lui permettaient de récolter un niveau de hit jamais atteint auparavant auprès du public. Bien sûr, ce n'était pas seulement sa guerre contre Austin qui faisait de Vince un excellent heel. Non, il a également su utiliser son charisme pour mettre en avant d'autres figures comme The Rock et Mick Foley. Mais lorsque l'histoire de son passage dans le ring sera racontée, ce sera son programme contre Stone Cold qui occupera la place centrale. Tout comme lorsqu'on écrira l'histoire de Brock Lesnar, ce seront ses nombreux passages en tant que heel après 2001 qui retiendront toute l'attention. Comment ne pas en parler? Car même s'il a parfois prouvé qu'il pouvait être un excellent babyface, quelqu'un avec une telle taille et une telle puissance intimidante comme celle de The Beast fonctionnait toujours mieux en tant que heel. Peu importe que ce soit pendant sa première période à la WWE au début des années 2000 ou son retour après 2012, il n'y avait tout simplement pas de meilleure façon de le présenter. En fait, il suffisait de le mettre dans le ring avec un babyface plus petit et de regarder le spectacle se dérouler, alors qu'il les malmenait jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Et lorsqu'après sa carrière à la WWE, il a eu son passage à l'UFC où il est devenu champion des poids lourds, son aura de légitimité a encore augmenté, au point que certains fans commençaient véritablement à craindre quiconque se retrouverait dans le ring avec lui n'importe quel soir. Honnêtement, à ce stade, il est devenu un boss final tellement établi dans l'industrie qu'il est difficile d'imaginer quiconque puisse le détrôner dans un avenir proche. Mais si on est honnête, peu importe avec qui Brock décide de s'affronter, l'atmosphère qu'il crée à chaque fois est tout simplement irremplaçable. Certes, ces dernières années, sa rivalité interminable avec Roman Reigns a pu sembler un peu redondante, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas eu d'autres programmes exceptionnels, contre des adversaires comme l'Undertaker, Seth Rollins et Cody Rhodes. Et étant donné qu'il ne montre aucun signe de ralentissement, à part avec la justice, on s'attend à ce que ce schéma de confrontation avec le babyface du moment continue encore un moment. À ce rythme, il pourrait même avoir une période en tant que heel plus longue que notre prochain candidat, Hollywood Hogan. Néanmoins, même si Brock finit par accumuler plus d'années dans le métier que Hulk Hogan, il est peu probable qu'il atteigne le même niveau de notoriété culturelle que le Hulkster en 1996 lorsqu'il fit l'impensable en formant la NWO. Ce fut un moment quasi sacrilège pour les fans qui suivaient le catch. Manifestement, cela n'est pas surprenant car avant ça, le 6 fois champion de la WWF avait été l'ultime héros pour les enfants du monde entier. En fait, pendant la première période de boom de l'ère dorée, c'était ces gestes de babyface qui attiraient des foules au record chaque semaine. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que son public devenait un peu plus vieux, ils en avaient assez des mêmes adages. Un en particulier, dire vos prières et prendre vos vitamines, surtout quand il devient évident que ces vitamines étaient probablement enrichies de stéroïdes anabolisants. Et voyant que l'enthousiasme autour de lui s'amenuisait, Hogan décida de changer les choses. Le soir même de son arrivée à la WCW, il s'associa à Scott Hall et Kevin Nash, et quelle brillante idée cela fut. Car grâce à ce changement, Hollywood Hogan devint instantanément la personne la plus médiatisée de l'industrie. En fait, le simple fait de changer de camp lors de son virage heel fit tellement de bruit qu'il propulsa la WCW vers une série de 83 semaines consécutives de victoires dans la guerre des audiences télévisées, allumant ainsi les premiers feux de la deuxième période de boom.
Oui, on pourrait arguer qu'avec le temps, la version heel de Hogan a fait plus de mal que de bien à la WCW, mais cela ne change rien au fait qu'il mérite le crédit d'avoir emmené la compagnie à un tel sommet au départ. Vraiment, étant donné le business qu'il a fait entre 1996 et 1998, on pourrait avancer que c'est l'une des meilleures séries de performances en tant que méchant de tous les temps. Enfin, au moins pour un performeur in-ring. Car notre prochain entrant, avec sa longévité pure en tant que heel, pourrait bien revendiquer une place de choix parmi les meilleurs, et ce, bien qu'il ait agi principalement comme manager. Ajoutons une nuance ici, car The Brain frappait parfois le ring pour un match occasionnel, offrant à l'athlète babyface qu'il affrontait la possibilité de lui mettre la main dessus. Mais la plupart du temps, c'était son travail en dehors du ring qui lui permettait vraiment de se distinguer. Peu importe si c'était à l'AWA, la WWF ou même lors d'un dernier passage à la WCW en tant que commentateur, il apportait toujours son meilleur jeu pour être un heel véritablement détestable. Sérieusement, si vous pensez aux années 80 à la première période de boom du catch, la plupart des grands heels de l'époque étaient en quelque sorte associés à lui. Lorsqu'il ne gérait des stars comme Paul Orndorff, King Kong Bundy ou André le Géant les aidant à briller grâce à des promos mémorables, il se rendait toujours pertinent en étant un habitué du commentaire. Un exemple de son travail exceptionnel dans ce domaine est ce qu'il a fait lors du Royal Rumble de 1992, où il a non seulement dénigré tous les faces du roster de manière hilarante, mais était aussi le plus grand fanboy traître de Ric Flair. Cela se poursuivit lorsqu'il fit son passage à Atlanta en 1994, prouvant qu'il était toujours le meilleur orateur de toute l'industrie. En réalité, si l'on établissait une liste des plus grands managers de tous les temps, Bobby Heenan sera probablement en tête. Le fait qu'il ait réussi à se faire tellement apprécier dans un rôle où il était constamment détesté rend cet exploit encore plus impressionnant. Néanmoins, il y a encore un talent qui n'a pas accroché ses bottes et qui a réussi à exceller peu importe où il donnait de sa personne. Je parle évidemment de CM Punk et plus particulièrement de la période où il était le leader de la Straight Edge Society. Il faut bien l'admettre, quand CM Punk a formé la Straight Edge Society en 2009, c'était un moment marquant qui a donné un tout autre tournant à sa carrière. À cette époque, Punk était déjà reconnu pour son incroyable talent sur le ring. Mais là, il a décidé de pousser encore plus loin son personnage en donnant le visage d'une faction qui représentait une idéologie radicale, presque cultiste. Et soyons honnêtes, personne ne s'attendait à ce que ça prenne une telle ampleur. Punk n'était plus le simple show-stealer ou l'anti-héros qui a pris d'assaut le cœur des fans. Non, il était désormais l'archétype du puriste, prêchant son mode de vie straight edge comme s'il était l'unique vérité dans un univers de chaos. Si les autres se perdaient dans les excès de la vie, alcool, drogue, sexe, lui incarnait la pureté absolue. Une vision qu'il imposait à ses disciples avec une telle conviction qu'on aurait presque cru qu'il était sur le point de démarrer une révolution spirituelle. CM Punk n'a pas joué ce rôle, il l'a incarné. Ses promos étaient devenus des sermons, il n'était plus seulement là pour se battre mais pour sauver ses disciples, comme Lou Gallows et Serena qu'il avait recréés à son image. Ils se sont tous rasé la tête, arborant la même apparence austère et ont marché à ses côtés comme des soldats de la cause. Ce n'était pas juste une équipe, c'était un mouvement. Mais l'une des choses qui rendait cette storyline si captivante, c'était l'idée que CM Punk devenait l'homme que l'on aimait détester. Il ne cherchait pas l'approbation du public, il les provoquait, les insultait, les traitait de faibles. Ce côté hautain et prétentieux donnait à ses opposants, dont le pauvre Rey Mysterio, un but plus noble, renverser ce gourou autoproclamé. Et chaque combat, chaque promo poussait Punk encore plus loin dans le rôle du heel dont on se régale à détester. Il faut reconnaître que son run avec la Straight Edge Society n'a pas duré très longtemps, mais qu'est-ce qu'il a marqué les esprits? Punk a vraiment trouvé sa voie en tant que personnage controversé et il a prouvé que ce n'était pas seulement son catch qui le rendait populaire, mais aussi son incroyable capacité à jouer avec l'attention du public. Et même si à la fin il a été renversé de son trône par Rey Mysterio et d'autres adversaires, la Straight Edge Society restera l'une des périodes les plus mémorables de la carrière de CM Punk. Parce qu'au final, peu importe combien de fois on l'a vu tomber, il a toujours réussi à revenir plus fort, plus radical et toujours plus détesté. Maintenant, si je vous demandais qui a reçu une haine monumentale ces dernières années, vous me répondriez sûrement Roman Reigns, et c'est le cas. Mais a-t-il été plus clivant que son ancien partenaire du Shield ? Pas du tout, car peu de personnes ont été autant détestées que Seth Rollins après avoir rejoint l'autorité en 2014. En effet, si à ses débuts il était un babyface apprécié, c'est véritablement lorsqu'il a retourné sa veste en 2014 que sa carrière a pris un tournant spectaculaire, le transformant en l'un des personnages les plus détestés et les plus efficaces que la WWE ait jamais connus. Tout a commencé lorsque Seth Rollins, dans un acte de trahison mémorable, a choisi de rejoindre Triple H et Stephanie McMahon, trahissant ainsi ses anciens partenaires du Shield. Ce geste choquant a marqué la naissance d'un tout nouveau Seth Rollins, un homme prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait, que ce soit du pouvoir, de la reconnaissance ou du succès. Ce passage de l'architecte au Golden Boy de la WWE a été une ascension rapide, mais marquée par des actes de manipulation, de fourberie et d'opportunisme. En tant que membre clé de l'autorité, Seth n'était pas seulement un combattant. Il était l'instrument de la domination de l'entreprise, celui qui agissait sous les ordres des McMahon pour écraser toute opposition.
Il faisait le sale boulot pour Triple H et Stephanie, usant de son influence et de son intelligence pour garder les autres superstars sous contrôle, grâce à des matchs truqués, des alliances douteuses et des coups bas dignes d'un méchant de film. Ce rôle de manipulateur froid et calculateur lui a permis de se forger une réputation de heel sans égale à la WWE. En dehors de ses actions avec l'autorité, Rollins n'hésitait pas à recourir à des stratégies mesquines dans ses matchs. Son fameux curb stomp, par exemple, est devenu une arme redoutée, mais il n'avait aucun scrupule à l'utiliser de manière déloyale, frappant ses adversaires alors qu'ils étaient vulnérables ou sans défense. Sa plus grande victoire dans ce rôle de heel a probablement été sa première victoire au titre mondial à WrestleMania 31, lorsqu'il a encaissé son contrat Money in the Bank sur un Brock Lesnar et un Roman Reigns épuisés après leur propre affrontement. Ce moment a permis à Rollins de devenir le champion de la compagnie de manière opportuniste, renforçant encore plus son image de lâche, prêt à saisir toutes les occasions sans se soucier de l'intégrité de ses actions. Le fait que Rollins était capable de rendre ses actions et ses mots si détestables tout en étant un athlète exceptionnel montre la force de son personnage. Contrairement à d'autres heels qui sont détestés simplement à cause de leur méchanceté, Seth Rollins incarnait l'archétype du méchant intelligent. Le manipulateur habile qui savait quand attaquer et quand se retirer dans l'ombre. Son personnage représentait tout ce que les fans détestaient à l'époque, l'opportunisme, la trahison et la corruption du système. Mais comme tout grand heel, Rollins a su évoluer. Après avoir perdu son statut d'élu et avoir été défait à plusieurs reprises, il a trouvé un moyen de se réinventer et de redevenir l'un des personnages les plus fascinants de la WWE jusqu'à aujourd'hui. Tout comme chacun des autres que nous avons évoqués aujourd'hui qui ont laissé leur propre empreinte unique sur l'industrie, car il y a peu de choses plus divertissantes que de voir un heel faire son travail. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Vince encore une fois, merci à tous.